Donald Trump a déclaré qu'il voulait rendre le logement à nouveau abordable. La campagne de Trump a bien reconnu que nous devons renforcer l'offre pour aider à améliorer l'accessibilité dans le marché du logement. En fait, il a même signé des décrets pour essayer de faire baisser les prix des maisons. Dès le premier jour, il a émis plus de 100 décrets, et l'un d'eux était entièrement consacré au logement. Mais cela fera-t-il éclater la bulle immobilière actuelle, une bulle encore plus grande que celle que nous avions en 2006? Et cela pourrait-il également déclencher une récession? Je vais faire de mon mieux pour répondre à ces questions, pour vous en 3 étapes simples et rapides. Étape numéro 1, examinons ce nouvel indicateur du logement. Personne n'en parle. En fait, vous ne le trouverez qu'ici sur la chaîne George Gammon. Et je l'appelle non pas l'indicateur Buffett, mais l'indicateur G pour l'indicateur George Gavin. C'est exact. Et l'indicateur Buffett, comme vous le savez, est la capitalisation boursière du marché des actions par rapport au PIB. Il est donc exprimé en pourcentage. Par exemple, en remontant aux années 1980, la capitalisation boursière du marché des actions était d'environ 30% du PIB. Si ma mémoire est bonne, éditeur, vous pouvez vérifier près du graphique. Mais maintenant, c'est autour de 200%, indiquant que le marché boursier est extrêmement surévalué et très probablement dans une grande bulle. Donc, je voulais faire exactement la même chose avec le marché immobilier. Pourquoi pas? Donc ici, nous avons la valeur totale ou la capitalisation boursière, si vous voulez, du marché immobilier des États-Unis. Résidentiel, nous remontons à janvier 2000 jusqu'à décembre 2024. À gauche, nous allons de 0 à 50, 1000 milliards de dollars. Donc, si nous revenons à 2000, une époque où nous n'étions pas dans une bulle immobilière, nous voyons que le PIB des États-Unis était de 10 000 milliards. C'est ce que ce chiffre représente ici. Et la capitalisation boursière du marché immobilier était également de 10 000 milliards. D'accord, cela signifie que notre indicateur G serait de 100%. Voici le calcul juste là pour le prouver. Si je fais bien le calcul, je le fais probablement mal, mais ensuite, nous passons à la bulle. Vous savez, avant la crise financière mondiale de 2006, c'est à ce moment-là que les prix des maisons étaient à leur sommet avant que nous commencions à voir le krach jusqu'à ce qu'ils atteignent leur point le plus bas en 2012. Mais à cette époque, le PIB des États-Unis était d'environ 14 000 milliards. Mais la capitalisation boursière du logement était, disons, 23 000 milliards, juste ici. Donc cela nous donne un indicateur G de 160. Ensuite, nous allons au point le plus bas, les creux en 2012. Et là, nous sommes autour de 112%, environ 16 000 milliards pour le PIB et 18 000 milliards pour la valeur totale du marché immobilier. Mais vous savez ce qui se passe ensuite? Nous passons à l'endroit où le graphique devient complètement parabolique. Et je dis toujours, si nous étions dans une bulle ici en 2006, où les valeurs des maisons étaient autour de 23 000 milliards, dans quoi sommes-nous en ce moment lorsque les valeurs des maisons sont autour de 50 000 milliards? 50A pour tous mes amis hispanophones, je travaille sur mon espagnol. Comme vous pouvez le voir, mes 50 000 milliards de dollars, la capitalisation boursière du marché immobilier. Donc maintenant, nous sommes passés de 164% en 2006, lorsque nous étions dans la dernière bulle immobilière, à ce que nous sommes aujourd'hui, 166%. Et cela représenterait une capitalisation boursière du marché immobilier de 50 000 milliards de dollars contre un PIB de 30 000 milliards de dollars. Donc, la raison pour laquelle je commence par cela est de vous montrer le problème que nous avons. Et je pense que c'est admirable que Donald Trump veuille faire baisser les prix des maisons. Ils sont évidemment beaucoup trop élevés quand on regarde n'importe quelle mesure, pas seulement l'indicateur G, mais tous les suspects habituels tels que les prix des maisons ajustés pour l'inflation et, mon préféré, le ratio prix-revenu. Parce qu'à la fin de la journée, croyez-le ou non, nous utilisons nos revenus pour effectuer ce paiement hypothécaire. Donc, vous avez quelques variables très importantes, les taux d'intérêt et les revenus. Donc, si vous voyez que les prix dépassent vraiment les niveaux de revenus à un certain degré, ça ne fonctionne pas.
C'est insoutenable, comme on dit, à propos de la dette des États-Unis. Mais je veux me concentrer sur le point clé ici, et c'est les 166%, ce qui nous donne un indicateur de la surévaluation du marché, ou peut-être encore plus important, à quel point l'économie des États-Unis dépend des prix des maisons à ces niveaux exorbitants. En d'autres termes, l'économie des États-Unis dépend complètement d'une bulle immobilière que Donald Trump veut faire éclater. Étape numéro 2, nous savons donc quel est le problème, mais quelle est la solution de Trump? Allons directement sur navigatehousing.com où il résume les intentions de ses décrets pour faire baisser les prix des maisons. Maintenant, vous remarquerez que j'ai dit pour faire baisser les prix des maisons. Je n'ai pas nécessairement dit pour rendre le logement plus abordable. C'est une distinction cruciale. Plus à ce sujet dans un instant. Donc tout d'abord, réduire les charges réglementaires. Le mémorandum ordonne aux agences fédérales d'identifier et d'éliminer les réglementations qui augmentent inutilement le coût de la construction de logements. L'administration vise à réduire les coûts de construction en simplifiant ces réglementations. Rendre les maisons plus... Non, pas plus abordables. Faire baisser les prix des maisons, c'est la clé. Augmenter l'offre de logements. Donc, évidemment, si nous avons moins de réglementation, vous allez avoir plus d'offres, et à un coût beaucoup plus bas. Mais les détails ici. Une partie de cette réforme de l'accessibilité au logement aborde la pénurie de logements disponibles. Le mémorandum souligne la nécessité d'augmenter l'offre de logements. Cela peut impliquer d'inciter le développement de nouveaux projets de logement, d'encourager des méthodes de construction innovantes pour accélérer le processus de construction. Et puis numéro 3, ici nous avons la promotion de l'utilisation efficace des terres. Assez explicite. Je sais qu'il a parlé d'utiliser une partie des terres que le gouvernement possède pour le développement, de nouveaux projets de logement et ensuite d'encourager la participation du secteur privé. Évidemment, nous devons avoir le secteur privé. Si nous voulons rendre cela durable et si nous voulons avoir une solution où les avantages vont l'emporter sur les coûts. C'est sûr. Pouvez-vous imaginer si le DMV était responsable de tout le développement de nouveaux logements aux États-Unis? Ce ne serait pas très bon. Mais ce sur quoi je veux me concentrer, c'est la différence entre la manière dont le gouvernement a rendu le logement abordable dans le passé par rapport à ce que Trump essaie de faire maintenant. Donc, dans le passé, nous n'avons pas vraiment essayé de faire baisser les prix des maisons. Tout ce que le gouvernement a fait, c'est essayer de créer des outils financiers ou de rendre les maisons plus abordables grâce à l'ingénierie financière. Il voulait donc que les prix des maisons continuent d'augmenter, mais il voulait que la compte où les paiements mensuels restent les mêmes. Donc, vous obtenez essentiellement toutes ces subventions gouvernementales et vous avez tous ces programmes qui créent essentiellement des distorsions économiques. L'un d'eux, je veux dire l'éléphant dans la pièce, c'est Fannie et Freddie et le prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans. Mon point ici est que nous n'avons jamais adopté cette approche de marché libre où nous essayons réellement de rendre le logement plus abordable en faisant baisser les prix. Ce que nous avons fait dans le passé, c'est que nous avons simplement essayé de créer ces programmes afin de rendre les prix plus élevés, plus abordables en termes de paiement mensuel et d'acompte. Et pourquoi est-ce important? Parce que dans l'approche numéro 1, l'approche de marché libre que Donald Trump adopte, les prix vont effectivement baisser. Alors que l'approche que nous avons suivie depuis la fin des années 1990, les prix continueront d'augmenter. Et je pense que tout le monde est en faveur d'un logement plus abordable, tant que le prix de leur maison ne baisse pas. Ce qui nous ramène directement à l'étape numéro 1. Et ce dont nous parlions, c'est de la façon dont l'économie des États-Unis dépend de ces prix de l'immobilier à ces niveaux astronomiques. Alors que se passe-t-il lorsque Donald Trump, et j'approuve définitivement cette approche, essaie d'éliminer la réglementation, d'augmenter l'offre pour ramener ces prix de l'immobilier à un niveau normal? Étape numéro 3. Maintenant, allons-y et relions quelques points pour que nous puissions tirer des conclusions sur les probabilités que, si Donald Trump met en œuvre ce plan, nous assistions à un krach du marché immobilier et possiblement à une récession.
Nous allons donc revenir au bon vieil indicateur G que nous avons utilisé à l'étape numéro 1. Et en fait, avant de le faire, je veux mettre en évidence ce chiffre juste ici. Parce qu'à la fin de l'étape numéro 2, souvenez-vous, nous parlions de Trump réduisant toutes ses réglementations. Et je suis sûr que beaucoup de gens se demandaient, d'accord, mais de combien cela pourrait-il vraiment réduire le prix d'une maison? Je veux dire, disons que le prix moyen d'une maison en ce moment est de 400 000 dollars. Alors quoi, George? Peut-être que cela enlève 5 000 dollars. Au final, cela ne va pas vraiment faire bouger les choses. Mais regardez ça. Les réglementations ajoutent environ 23,8% au coût de l'immobilier résidentiel unifamilial. Et si vous pensez que c'est un chiffre choquant, je vous défie de vous asseoir, de vous servir un verre bien corsé et de regarder le multifamilial qui atteint 40,6% du coût de construction d'un nouveau complexe d'appartements en réglementation. Mais cela ne s'arrête pas là avec ce que Trump pourrait faire pour réduire la bureaucratie. Monteur, allez-y et coupez vers un extrait d'un épisode récent de Monetary Matters animé par Jack Farley. Et il avait un invité nommé Chris Whalen, qui est un expert dans l'industrie hypothécaire et l'industrie bancaire, parlant de ce qu'il pense que l'administration Trump, Doge et Elon Musk pourraient faire avec Fannie et Freddie. Ce que je dis, c'est qu'ils vont s'attaquer à tout l'appareil gouvernemental qui s'est développé pour soutenir le secteur privé. Donc le logement est la partie la plus subventionnée de l'économie américaine. Dans la plupart des pays du monde, si vous achetez une maison, vous payez en espèces. Ils n'ont pas de crédit pour le logement. Les États-Unis ont utilisé le crédit pour stimuler le logement, utilisé cela pour vraiment stimuler la croissance. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous sommes passés du complexe militaro-industriel au complexe du logement qui inclut les agents immobiliers, les constructeurs de maisons et tout le reste. Regarde autour du pays aujourd'hui, Jack, que vois-tu? Tu vois beaucoup de maisons témoins au-dessus du prix moyen, bien au-dessus de 500 000 dollars, qui ne se vendent pas. Nous en avons construit trop. Donc, nous utilisons, tu sais, le crédit pour stimuler le logement et Trump est en train de démanteler cela. En fait, ce matin, quand je me suis mis devant mon ordinateur, j'ai découvert qu'un certain nombre de mes amis aux régulateurs de Fannie Mae et Freddie Mac ont été licenciés hier soir. Et vous allez probablement voir des réductions d'effectifs chez Fannie Mae et Freddie Mac cette semaine. Revenons donc à l'indicateur G et supposons un instant que Trump parvienne à réduire les prix des maisons de 25% en permettant au marché libre de réellement fonctionner. Donc, juste un chiffre approximatif pour l'exemple, mais je pense que c'est en fait réaliste. Maintenant, il ne va pas éliminer toute la réglementation, mais supposons qu'il en élimine 50% et que vous combinez cela avec la réduction des subventions gouvernementales via Fannie et Freddie et tous ces autres programmes. Et comme je l'ai dit, je pense que ce chiffre de 25% est en fait réaliste. Mais rappelons-nous que les prix des maisons sont fixés à la marge. Ce que je veux dire par là, c'est que la valeur de votre maison est vraiment basée sur ce que la maison, juste en face, s'est vendue. Tout se résume au comparable à la fin de la journée. Donc, si nous avons une nouvelle offre de logement arrivant sur le marché qui est inférieure de 25% à l'offre de logement existante, cela va affecter les comparables en faisant baisser tous les prix des maisons, y compris le prix de votre maison, que cela nous plaise ou non. Alors, combien, disons, la capitalisation boursière, cela réduira-t-il de la valeur totale du marché immobilier? Parce que nous devons comprendre cela, car c'est crucial pour le pouvoir d'achat de l'économie américaine. D'accord, eh bien, si nous réduisons ce chiffre de 25% en partant de 50 trillions, cela nous ramène à 37,5 trillions. Maintenant, vous dites, George, cela n'arrivera jamais. C'est juste un chiffre inimaginable. Ce n'est en fait pas si extrême quand on pense que le ratio serait juste à 125%. Rappelez-vous, en 2012, nous étions à 112% et en 2000,
nous étions à 100%. Vous voyez, c'est le problème de pousser ces prix de l'immobilier à des niveaux exorbitants. C'est qu'à un moment donné, c'est complètement insoutenable. Donc, c'est très amusant. Mais c'est là que les choses sérieuses commencent et vous devez accepter une partie de cette douleur économique pour ramener les choses à un niveau plus normal, durable et fondamentalement sain. Alors, mettons quelques chiffres précis là-dessus. Ce que cela ferait, c'est réduire la valeur nette des ménages aux États-Unis de 12 500 milliards de dollars. Et encore une fois, cela ne nous ramène même pas à un niveau, en termes de prix, qui soit cohérent avec celui où nous étions en 2012 et 2000 en termes de PIB. Et si nous descendons à ces niveaux en termes de PIB, nous atteignons également des niveaux plus fondamentalement sains en termes de ratio prix-revenu. Le problème, c'est que vous devez prendre un remède très difficile pour remettre le marché immobilier et l'économie américaine sur une base solide. Et pour illustrer cela, j'aime toujours utiliser l'image de l'économie comme une pyramide inversée posée sur des actifs. Dans ce cas, l'immobilier. Donc, si vous faisiez baisser le prix de cette maison, alors toute l'économie s'effondrerait comme un puzzle Jenga. Mais ce que nous devrions viser, c'est quelque chose. Laissez-moi prendre mon stylo noir ici. Cela est en fait l'opposé. Donc, nous avons la maison, ou l'actif au sommet. Et ensuite, cela, l'économie, sur un terrain très solide. Par conséquent, les prix des actifs, y compris le S&P 500 et le marché immobilier, seraient également sur un terrain très solide. Alors, Donald Trump sera-t-il capable de rendre le logement à nouveau abordable de la bonne manière en faisant baisser les prix des maisons, créant possiblement un krach immobilier où les valeurs des maisons diminueraient de 25% ou plus? La réponse est que je l'espère. Parce que bien que cela causerait des problèmes extrêmes à court terme, pouvant même déclencher une récession à long terme, la société s'en porterait beaucoup, beaucoup mieux. Salut les gars, je voulais faire une petite pause dans la vidéo pour vous partager une nouvelle stratégie d'investissement que j'utilise. La plupart d'entre vous savent que la pierre angulaire de mon portefeuille est l'or physique. Le problème, c'est que vous avez toujours un coût négatif à cause des frais de stockage. C'est la même chose avec l'argent. Mais j'ai en fait trouvé un moyen d'être payé pour posséder de l'or et de l'argent physique. Et voici la meilleure partie. Vous n'êtes pas seulement payé un taux d'intérêt en monnaie fiduciaire, vous êtes payé un taux d'intérêt en métaux précieux supplémentaires. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous disent « Oh Georgia, ça semble trop beau pour être vrai ». Et c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois. Voici l'histoire derrière cela. Je reçois beaucoup d'entreprises qui viennent me voir et disent « George, nous voulons sponsoriser vos vidéos ». Habituellement, je les refuse parce que ce n'est pas vraiment un bon ajustement. Mais l'autre jour, une entreprise est venue me voir, appelée Monetary Metals. Et quand ils m'ont expliqué ce qu'ils font dans leur modèle d'affaires, je me suis dit « C'est une évidence totale ». En fait, cela semblait si bien que j'ai ouvert un compte moi-même. Et cela se passe extrêmement bien. Alors j'ai dit, bien sûr, sponsoriser quelques vidéos, car c'est un service, qui je pense serait extrêmement bénéfique pour mon public. Voici comment cela fonctionne. Vous pouvez créer un compte chez eux et le financer avec vos métaux précieux existants, ou vous pouvez acheter directement chez eux, généralement un peu moins d'1% au-dessus du cours. Et en ce moment, sur la plateforme, il y a des opportunités d'être payé environ 4% d'intérêt. Donc encore une fois, ce n'est pas en monnaie fiduciaire. Ils vous paient en métaux précieux supplémentaires. Donc, si vous déposez, disons, 100 onces d'or chez eux, à la fin de l'année, vous aurez 104 onces d'or. Pour rejoindre les milliers d'investisseurs, y compris moi-même, qui sont payés pour posséder de l'or et de l'argent physique, vous pouvez aller sur monetary-metals.com. Gammon, c'est monetary-metals.com. Gammon.